Alors je me permets, d'insister, hein, sur ce schéma que j'ai dessiné très, très, très important pour comprendre le cours de fiscalité des entreprises. J'insiste un peu lourdement parce que même si c'est, marginal, certains étudiants, qui sont, pas attentifs, qui ont raté, cet épisode, peuvent, en cours d'année ou en fin d'année, en cours, d'enseignement ou en fin d'enseignement en matière de fiscalité, ne pas avoir compris, la différence et le système. Beaucoup d'étudiants d'ailleurs, ça c'est pas une minorité, c'est pour ça que j'ai commencé par là sans trop insister, beaucoup d'étudiants, confondent, la fiscalité et le droit. Et d'ailleurs, il y a un peu d'ambiguïté puisqu'on parle aussi quelquefois de droit fiscal, et pensent qu'il y a une logique dans tout ça, d'ordre juridique. Et il n'y a pas de logique d'ordre juridique dans la fiscalité française, dans la fiscalité en général d'ailleurs, mais dans la fiscalité française en particulier. Considérez que c'est, comme on dit, dans le langage courant, du grand n'importe quoi. Prenez les choses comme elles viennent, sans essayer forcément de reconstituer une logique, systémique, en disant à partir d'un élément, bah, je peux le rattacher là parce que c'est ça. Non. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas bien en matière de fiscalité. Et on n'a pas une fiscalité uniforme des entreprises. C'est pour ça que je dis ce graphique, ce schéma est important. Et donc on va se retrouver avec quelquefois des systèmes un tout petit peu absurdes ou pas toujours compréhensibles. Alors pas toujours compréhensibles pour l'étudiant, mais l'étudiant est là pour apprendre et on peut expliquer, mais pas toujours compréhensible non plus. Et ça, c'est peut-être un tout petit peu plus gênant pour le chef d'entreprise, hein, qui se trouve confronté à des problèmes fiscaux. Non, ne recherchez pas un système, il n'y en a pas vraiment, et le droit, excusez-moi, la fiscalité, vous voyez, moi je mélange. La fiscalité, elle s'est constituée en fait de manière très opportuniste, par strates successives. Comme je l'indiquais, ben, chaque année on vote le budget et puis c'est l'occasion de négociations, je dirais, politiques entre le gouvernement et le Parlement, pour essayer de favoriser telle ou telle profession, telle ou telle catégorie de contribuables, etc. Et ça marche comme ça. On parle souvent de millefeuille administratif. Ben là, c'est une sorte de millefeuille, mais c'est un millefeuille fiscal fait de différentes lois qui se sont stratifiées. Alors, vous êtes autorisé, si je puis dire, à ne pas comprendre, parce que ça n'est pas forcément compréhensible. C'est pour ça que je me permets d'insister un peu lourdement. Donc je répète, sous une forme légèrement différente, ce que j'ai dit précédemment concernant cette, cette fiscalité des entreprises selon leur statut. Et par statut, j'entends qu'en gros, l'entrepreneur peut être une personne physique indépendante avec ou sans salarié. Par exemple, un boulanger, je sais pas, un dentiste, un restaurateur, un garagiste, un entrepreneur de bâtiments de travaux publics, un architecte, un avocat, voilà. Voilà. Ça, c'est un entrepreneur, personne physique indépendante avec ou sans salarié. C'est un des statuts. Ou l'entrepreneur peut être constitué sous forme de société de capitaux. Par exemple, la société par action simplifiée, Carrefour Cluny, ou voilà, ou société anonyme Air France, ou Aéroport de Paris. Voilà, voilà. Donc on a ce genre de choses. Ou ça peut être des petites sociétés, hein. Il y a pas, on peut avoir la notion de société n'est pas liée forcément à la taille. On verra ça un peu au détour d'une prochaine diapositive dans la première partie du cours. Donc je répète, selon leur statut, soit indépendant, personne physique indépendante, enfin travailleur indépendante, avec ou sans salarié, soit entrepreneur ou entreprise pouvant être constituée en société de capitaux, on va avoir un type d'imposition différent. Dans le premier cas, les bénéfices de l'entreprise vont être imposables au titre des revenus des personnes physiques, qui est un régime proche ou qui dépend de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et c'est un régime proche de celui des ménages.
hein, pour faire simple, des particuliers, comme on dit. D'ailleurs, quand vous ouvrez le site impôts.gouv.fr, vous avez un truc qu'ils ont inventé, eux. Ça, comme c'est vous avez, alors que habituellement en droit, par exemple, on distingue les personnes physiques et les personnes morales, ben non, eux, ils vont dire particulier professionnel. Et dans les professionnels, il y aura les professionnels qui sont personnes physiques, qui peuvent être d'ailleurs commerçants ou pas, ou personnes libérales, et puis les personnes morales, type société ou autre. Donc voilà. Dans ce premier cas, donc l'entrepreneur est une personne physique indépendante. Les bénéfices de l'entreprise vont être imposables au titre des revenus des personnes physiques, dans un régime proche de celui des ménages, qui est le régime de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'IRPP. Mais avec des particularités qui ont été créées dès l'origine. Hein, en 1917, enfin en 1914, et ça a été repris en 1917. En 1914, il y a eu un petit problème. Ils n'ont pas pu mettre, enfin les députés et le gouvernement de l'époque n'a pas pu mettre en place l'impôt sur le revenu, qui avait fait l'objet d'une bataille très très longue de plusieurs années, parce qu'il y a eu la guerre, Première Guerre mondiale. Donc dès 1917, et c'est resté, c'est pour ça que je parle de stratification. Alors imaginez chaque année, on met des couches, plusieurs fois par an, donc ça fait une centaine de couches qui se sont succédées depuis 1917. Alors on a ça, et la particularité, c'est qu'on a créé la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et la catégorie des BNC, des bénéfices non commerciaux, pour pouvoir recevoir dans l'impôt sur le revenu des personnes physiques l'activité des non-salariés, des professions indépendantes. Donc ça, c'est le premier cas. Quand je dis selon leur statut, donc il y a deux statuts, personnes physiques indépendantes ou entreprises constituées sous forme de société, de capitaux de préférence. Et dans ce second cas, alors, société de capitaux, ben, les bénéfices de l'entreprise, ils vont être logés, enfin logés, le terme n'est pas exact, on parle de loger plutôt en termes de fiscalité territoriale, enfin, pour dire où se trouve l'activité, mais ils vont être mis dans cette catégorie de l'impôt sur, impôt sur les sociétés et autres personnes morales. Donc, deuxième cas, vous êtes entrepreneur ou vous faites partie d'une entreprise, vous êtes à plusieurs, vous avez constitué une société de capitaux, ben cette société de capitaux sera imposable en elle-même et au titre de l'impôt sur les sociétés. Alors on reviendra là-dessus, mais je le dis pour pouvoir le répéter plus tard. Parce que je me suis aperçu depuis 10 ans que ben, quelquefois ça passait mal, le message passait mal, ou le signal, comme on a dit, était perturbé. Alors cet impôt sur les sociétés, je ne vais pas débattre longtemps là-dessus, mais cet impôt sur les sociétés, il est beaucoup plus récent, il a 30 ans de moins, il est 30 ans plus jeune que l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Il a été créé juste après la guerre en 1948. Et il permet finalement à la société elle-même de payer les impôts et non pas aux personnes physiques qui composent la société. Alors, les deux régimes sont différents. Je termine rapidement sur cette diapo, hein, qui a été longue, mais elle est très très importante. Les deux régimes sont différents et une entreprise ne peut pas appartenir aux deux régimes en même temps. Alors, dans certains cas, et notamment pour les SARL, qui sont un peu des entreprises pas mixtes, hein, mais dont l'idée se rapproche beaucoup des sociétés artisanales, enfin d'activités artisanales. Il y a des droits d'option selon les cas. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça c'est plutôt du droit des sociétés. On verra lorsqu'on regardera ça, enfin la fiscalité à ce moment-là. Mais ces deux régimes ne peuvent pas se cumuler chez le même contribuable. On est soit au titre imposé en tant qu'entreprise, entrepreneur indépendant au titre des BIC ou des BNC, soit on est imposé au titre des sociétés. Mais comme je l'ai dit dans la slide précédente, ces deux régimes ont quand même pas mal, et heureusement, des choses en commun, notamment ce qui concerne le cœur de la fiscalité des revenus des entreprises. On y arrive un tout petit peu au fur et à mesure. Ce cœur, pour moi, c'est vraiment, et c'est un des points centraux du cours d'ailleurs, c'est la question de la déductibilité des charges. On reverra tout ça dans le détail. Je termine la présentation du plan général du cours de fiscalité des entreprises. J'ai dit que ce cours était divisé en trois parties. La première partie concerne les principes généraux de la fiscalité.
La deuxième partie qu'on a évoquée un peu longuement à l'instant concerne la fiscalité des revenus des entreprises. Et enfin, il y a une troisième partie, donc comme de juste, dans laquelle, si la progression des séances de cours le permet, je donnerai un éclairage sur le thème complexe de la fiscalité des échanges. On ne parlera pas hein, de la fiscalité du patrimoine. Alors, cette fiscalité des échanges, elle est centrée sur la notion, enfin sur la taxe à la valeur ajoutée, la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, comme je l'indique dans la diapositive. Cette TVA qui intervient en fait à chaque fois que des biens ou des services passent de l'entreprise au monde extérieur en contrepartie d'argent et inversement. C'est-à-dire quand l'entreprise achète à une entité extérieure, ce que j'appelle le monde extérieur, elle entre dans le cadre de la fiscalité des échanges. Lorsqu'elle vend des biens et des services à l'extérieur, elle entre dans la fiscalité des échanges. Et je pense qu'il faut rester sur des trucs très très basiques, fondamentaux et surtout qui vont durer. Voilà donc sur cet aspect de taxe sur la valeur ajoutée et de troisième partie sur les échanges. Alors un dernier point, donc j'ai dit que je ne traitais pas ça et encore une fois, je rappelle ce qu'on ne va pas traiter. Il y a des problèmes spécifiques de patrimoine des entreprises, de fiscalité internationale, d'octroi de mer, de tarifs douaniers, et d'impôts et de ce qu'on appelle, mais c'est un terme journalistique, mais qui est repris par l'administration elle-même, d'impôts de production. On ne va pas traiter hein, ces aspects-là. Alors je dis par égard pour moi-même, pour vous, bah, sauf si le temps le permet. Je sais que malheureusement, en 17 heures, enfin moins de 20 heures de cours, on n'a pas le temps de tout faire, donc je pense qu'on ne fera pas ça. Voilà, je voulais simplement vous dire qu'en priori, on ne traitera pas ces aspects-là. Alors pour conclure cette introduction, c'est un peu curieux, juste deux mots pour que vous ne restiez pas sur votre faim, parce que c'est un sujet qui va revenir hein, dans le débat politique, économique, et notamment très prochainement avec la discussion du budget. Deux mots de simple information sur le dernier point qu'on vient d'aborder, à savoir les impôts de production. Alors, le terme impôt de production, comme je viens de le dire, n'a rien d'officiel. Les termes d'impôt de production n'ont rien d'officiel. C'est simplement un regroupement commode rassemblant divers types d'impôts et de taxes payés par les entreprises. C'est ça qui nous intéresse, mais qui ne repose pas sur des bénéfices. En général, les impôts, et quand on va étudier les impôts sur le revenu des entreprises, on ne va pas traiter ces impôts tout simplement parce qu'en général, les impôts sur le revenu des entreprises portent sur les bénéfices. Alors, les bénéfices des particuliers, enfin des particuliers, des entrepreneurs indépendants, ou les bénéfices des entreprises constituées en société. Là, ces impôts de production sont liés à la production, mais ils ne sont pas liés aux bénéfices. Vous avez des impôts sur le chiffre d'affaires, des impôts sur le foncier. Par exemple, la contribution sociale de solidarité des sociétés, la C3S, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la cotisation foncière des entreprises, la taxe foncière sur les propriétés bâties, etc., etc. Il y a tout un tas de petites taxes comme ça que les entreprises doivent sans avoir de rapport direct avec, non pas la production, mais avec le bénéfice. Donc ce ne sont pas des impôts à proprement parler sur les résultats ou sur le revenu des entreprises, et on les appelle des impôts de production. Alors, ce n'est pas négligeable, parce que ces impôts, selon le ministère des Finances, représenteraient environ 70 milliards d'euros par an. Alors à chaque fois que je donne des chiffres astronomiques comme ça, enfin qui dépassent notre porte-monnaie individuel, euh, il faut les mettre en relation avec les grandeurs, hein, le budget de l'État français est de l'ordre de 400 milliards, probablement 380 à 400 milliards d'euros, dont 280 à 300 milliards de recettes. Le reste étant sans doute une bonne partie d'emprunts ou de ressources extérieures. Donc 70 milliards d'euros, ça a rapporté à ces chiffres-là. Alors je crois que le budget de la collectivité territoriale de Martinique doit être sans doute d'un peu plus d'1 milliard d'euros. Donc c'est pas négligeable du tout. Et ces impôts qui représentent environ 70 milliards et même plus, hein, je crois qu'il y a 2 ans c'était 74 milliards, mais ça dépend de l'activité des entreprises aussi, bénéficient surtout aux collectivités locales.
C'est-à-dire que les bénéficiaires, c'est pas l'État, le gouvernement national, ça va être j'allais dire les gouvernements locaux, hein, communes, départements, régions, et, chez nous, les collectivités territoriales, qui vont bénéficier de ça. Alors c'est ça qui fait un peu grincer, hein, puisque les régions notamment ont dit, bah, à chaque fois, et c'était déjà le cas avec la taxe d'habitation il y a 3 ans, à chaque fois l'État fait des cadeaux, alors là c'était les particuliers avec la taxe d'habitation, et là c'est les entreprises avec les impôts de production, mais fait des cadeaux avec l'argent des autres, puisque cet argent ne revient pas à l'État, il revient aux collectivités territoriales. C'était le cas aussi pour la taxe d'habitation. Et donc l'État a engagé une discussion là-dessus pour voir comment on pouvait régler. Et probablement, ce qui va se faire, d'après ce que j'ai lu, c'est que l'État va céder une partie de la TVA qu'il perçoit, va compenser la perte des 70 milliards pour les collectivités territoriales en leur cédant une partie de la TVA. Donc voilà à peu près, hein, sur ce qu'on peut dire, définition, montant et destination et avenir sur les impôts de production. Voilà, nous avons, je vérifie, nous avons terminé notre introduction. On va passer maintenant à la première partie du cours, partie très très importante à la fois de mise au point en termes de vocabulaire, hein, comme dans toute technique, comme dans tout métier, la fiscalité possède son jargon, hein, son vocabulaire technique, qui permet d'isoler les gens qui ne parlent pas correct, qui causent pas correct, eh ben, ça permet aux fiscalistes de rester entre eux. Et puis on verra aussi quelques éléments de technique fiscale, des éléments généraux, hein, qui nous permettront de bien aborder la deuxième partie du cours après.